pour le Pas coup. facile la transition avec la Chine, hein. Si, il peut parler Euh, des intérêts des investisseurs. Il n'y a pas eu un match Chine-Écosse en Coupe du Monde? Surtout qu'il il faut être bon aussi, hein, parce que là, ça envoie là sur le Royaume-Uni, sur l'Écosse. En tout cas, non, mais Ah bah sujet normal, très Pierre très habite intéressant. au Royaume-Uni, hein, toi Ah t'habites pas oui, en non. Chine, hein. Non, mais ce que Ouais. je veux dire, pardon, non, mais ce qui est bien, c'est que c'est des sujets qui sont très très intéressants et qui peuvent rapidement devenir, comment je peux dire, qui peuvent Au devant de rapidement la scène. prendre de l'ampleur. Et surtout, bah, on n'en entend pas parler, donc bah c'est voilà, c'est toujours agréable d'écouter voilà, Je me souviens d'écouter plus ça. qui c'est qui parlait des signaux faibles sur Twitter déjà. Ouais, Ah qui mais était-ce? Non, mais c'est intéressant de dire, tiens, j'ai ça dans un coin de ma tête Ouais. et j'attaque 2023 en sachant que C'est un fil rouge en fait qu'il c'est faut un fil garder. rouge, Voilà. tu notes et tu classes. Et puis voilà, avoir raison ou tort, c'est pas le sujet. Le sujet, Hmm. c'est comme tu le dis, les investisseurs, est-ce qu'ils vont aller suite à une décision qui serait celle-ci? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, il y aura un sell-off. Qui ne Ouais. sera pas très méchant, à mon avis, un peu comme Brexit. Mais voilà, ça maille le calendrier et puis on verra bien, quoi. Vas-y, Xav, excuse-moi, je t'ai oh, coupé. mais t'inquiète, mais comment faire la transition sur la Chine? Bon, bon, pour parler, pour la Chine, ça reste quand même, disons, il faut s'y intéresser, il faut un petit peu comprendre ce qui s'y passe, voilà, pour avoir une appréhension globalement bonne en prenant tout en compte pour les marchés financiers. Et parce que bah, la Chine, voilà, c'est la deuxième économie mondiale. Et puis bah là, d'un point de vue politique, il y a quand même quelque chose à remarquer qui s'est passé ces 2 derniers mois en Chine. C'est qu'il y a encore, même voilà, un mois et demi, 2 mois, ça râlait vraiment très très fort en Chine, hein. Il y avait des grosses manifestations contre la politique du zéro Covid, etc. On entendait des Xi Jinping démission ou à bas le régime, ce genre de choses. Non, mais c'est pas anecdotique parce que 20 ans en avance, on se faisait tuer pour la même chose en Chine. C'est vrai. Et puis, bah moi, j'étais persuadé qu'on allait avoir une montée un petit peu autoritaire du gouvernement chinois, qu'il allait un petit peu mater tout ça et puis remettre tout le monde dans les rangs, comme beaucoup d'ailleurs. Et au final, on a été quand même très 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 surpris parce que bah, mine de rien, qu'est-ce qui s'est passé? On a un petit peu enlevé ces restrictions, politiques, bah, anti-Covid, zéro Covid et de cantonnement de masse, de la population à des confinements ciblés dans les quartiers et cetera. Faut savoir qu'il y avait des mecs qui étaient quand même enfermés, je veux dire, on venait leur souder la porte pour pas qu'ils puissent sortir quand il y avait des confinements et puis, on leur amenait à bouffer, au porte-à-porte en combinaison, antinucléaire. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc de fou qui se passait là-bas, quoi. Et du coup, ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est que ça laisse présager de 2 scénarios. Soit, bon, là maintenant, on a un petit peu une recrudescence des cas de Covid parce que bah, la population peut à nouveau un petit peu se déplacer et puis bah, tout le monde se contamine et se recontamine. Le problème en Chine, c'est que comme je sais pas, on en parlait en off, c'est qu'il n'y a pas grand monde de vaccinés. Donc la première question, c'est de savoir est-ce que, la recrudescence là d'épidémie qui a actuellement lieu en Chine, est-ce qu'ils vont réussir à la maîtriser ou est-ce que ça va prendre de l'ampleur dans les prochaines semaines et ça va redevenir problématique? À savoir, ben, ne pas avoir d'autre choix que de remettre des politiques de restriction fortes, bah, ce qui pourrait un petit peu, comment dire? Ralentir l'économie qui semblait à peine se réouvrir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point et c'est là où c'est intéressant, c'est que si tout se passe bien, bah, on a la Chine qui pourrait globalement, bah, réouvrir et puis, bah, repartir, croissance forte, tirer l'économie un petit peu. Je pense notamment au secteur du luxe. Moi, c'est un argument, je me dis, quelqu'un qui veut investir dans le luxe en 2023, c'est quelque chose qui peut suivre, par exemple. C'est-à-dire que, par exemple, pour un groupe comme LVMH qui fait 30 de son chiffre d'affaires, bah, en Chine, on peut se dire: «Ah bah, tiens, peut-être que, si la Chine se réouvre et qu'il y a la croissance intérieure qui repart à la hausse, peut-être que ça va profiter à des groupes importants comme LVMH qui ont quand même constaté un petit ralentissement de leur croissance dans ces pays-là. Ensuite, par contre, le peu de problématiques d'une Chine qui se réouvre et qui repart de l'avant d'un point de vue croissance, et cetera, c'est que ça pourrait, comment dire? Ça pourrait catalyser, la problématique inflationniste qu'on a actuellement, un petit peu partout dans le monde. Pourquoi? Parce que, bah, la Chine, c'est pas rien, faut du pétrole, faut du gaz, faut des ressources, et tout ça, ça a un prix. Et puis après, bah, c'est l'offre et la demande, quoi. Et
D'autant plus qu'on sait qu'en 2023, on va avoir une demande de pétrole qui va être sur des plus hauts historiques, avec en même temps une offre qui va tendre un petit peu à se réduire. On a déjà vu récemment l'OPEP qui a annoncé qu'ils n'arriveraient pas comment je peux dire, à respecter leur prévision de production. Donc en fait, c'est un peu j'ai pas envie de dire, c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que il y a du bon et il y a du mauvais dans les deux cas de figure, quoi. Voilà, j'essaie de faire un petit peu le tour sur ma vision des choses. J'imagine, Richard, tu vas vouloir réagir sur certains points, ou je sais pas si j'ai Non, j'ai peut-être oublié quelque chose. Non, je Taïwan. suis d'accord avec toi. Non. Bah, il y a, ouais, après, il y Si, a le sujet t'as de pas parlé Taïwan. de Taïwan? Bah, vas-y, fais un petit speech sur Taïwan. Bah, Taïwan, enfin, je sais pas, je dis juste que Taïwan, faut quand même regarder ça pas de près, parce que je suis pas convaincu que ce soit tout de suite, mais ça peut se déclencher, quoi. Enfin, moi, j'aimais juste une idée. Il y a des constructeurs de semi-conducteurs qui sont en train d'implanter des usines aux États-Unis. Ouais, qui partent de Taïwan, ouais. Et donc, je pense que le jour où l'ouverture de ces usines se fera, il faudra faire attention à ce qui se passera là-bas, à Taïwan. Tu crois qu'ils vont, Une ils fois vont que lâcher le la gouvernement à production sera transférée Taïwan? aux États-Unis. Bon, globalement, donc du coup, il y a ce risque géopolitique qui est toujours à prendre en considération, même si c'est difficile d'avoir un avis fiable là-dessus, j'ai envie de dire, quoi. Enfin, on y voit quand même pas très clair, hein. Souvent c'est des sujets qui nous dépassent un petit peu, enfin ce qui se passe concrètement entre les différents protagonistes. Mais par contre, voilà, du coup, pour 2023 en Chine, je vois quoi? Je vois soit bah là actuellement, hein, l'épidémie qui repart à la hausse, qui pourrait peut-être, si c'est pas bien géré, entraîner des nouveaux confinements et puis une baisse de l'activité économique. Et puis si ça se passe bien, hausse de l'activité économique, mais potentiel catalyseur aux problématiques d'inflation qu'on a déjà actuellement. Donc un sujet super intéressant, hein, à observer dans les prochains mois. Et ton avis sur la crise immobilière? Bah, la crise, alors c'est le problème, et là on en revient, on fait le lien entre Pierre qui disait bah, les investisseurs qui fuient les marchés chinois. Bah, le problème, c'est j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de visibilité. J'ai l'impression qu'il s'est passé tellement de trucs de fou là, avec les faillites en pagaille et puis des groupes archi endettés, mais à des montants colossaux. Et en fait, au final, du jour au lendemain, on n'en a plus entendu parler. C'est un petit peu le problème de la Chine, hein, c'est qu'il y a un peu une opacité sur ce genre de sujet et un accès à l'information qui est pas forcément très fiable. Et je me dis, pour moi, c'est archi probable qu'il se passe qu'il y a un problème, et puis qu'un jour on va avoir un cadavre qui va sortir du placard à ce sujet-là. Raison pour laquelle, en tout cas actuellement, moi, j'aurais jamais l'idée d'aller foutre 1 euro en Chine, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je veux dire, à partir du moment où tu as une telle opacité sur la communication, sur des trucs aussi essentiels que l'actualité financière, l'actualité économique, l'activité économique et financière. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Je vois pas comment on peut investir en Chine avec un tel manque de fiabilité, quoi. En parlant d'immobilier, l'immobilier pas US et immobilier en Europe, vous en pensez quoi? Bah justement, Pierre, je pense que tu vas pouvoir on va pouvoir rapidement discuter là sur les problématiques immobilières et en Chine et du coup aux États-Unis avec le niveau de dette colossal qui est. Ouais, Ah, c'est bon, tu t'es démute, ouais. ouais, c'est bon. Non, en fait, oui, et ça, c'est quelque chose, hein. Encore une fois, je vais être redondant, hein. Moi, vous savez que j'ai une affection, enfin une affection, non, mais que j'ai une attention toute particulière vers les marchés de la dette. Je vois l'évolution de ces marchés-là avec un œil vraiment très, 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 très inquiet depuis quelques mois, quelques années même. C'était une tendance qui existait déjà avant la pandémie, mais qui s'est accélérée justement depuis la pandémie, la réponse globale qu'ont eu les banques centrales, les banquiers centraux vis-à-vis justement de la propagation du virus en 2020. Les problématiques inflationnistes telles qu'on les connaît sont loin de s'arrêter. N'en déplaise à ceux qui nous disent que justement les banquiers centraux, avec la Fed et la BCE, pour ne parler que d'eux, ont commencé leur cycle de resserrement monétaire. Alors ça fait déjà un moment, ça va faire quasiment 1 an qu'on y est aux États-Unis maintenant. Je crois que ça avait commencé au premier trimestre, si je ne dis pas de bêtises, 2022, si je ne dis pas de bêtises. Où justement la Banque centrale, la Réserve fédérale américaine avait commencé à remonter les taux.
Et après, il y a eu le tapering aussi. Alors, le tapering, on va en discuter du tapering. Vous voulez que je vous montre ce que c'est que le tapering? Bon, regardez, alors bougez pas, ça va être vite vu. Le tapering, il est là. Voilà, vous me dites quand vous le voyez. On le voit très bien. Voilà, ça c'est le bilan de la Fed, ok? Et le tapering, il a commencé ici. Alors effectivement, on voit que ça a commencé à décroître. Ça c'est le total des actifs détenus par la Fed, ok? Donc on peut s'apercevoir qu'il y en a de moins en moins depuis, depuis mars-avril. On va dire le pic a été enregistré dans le printemps, on va dire en avril plus ou moins. Alors effectivement, on voit que ça décroît, sauf qu'on est quand même bien au-dessus de la barre des 8 trillions de dollars qu'on a juste ici. Là, ici, ça c'est le pic qu'on a eu au Covid. Donc le tapering, pour qu'il soit enregistré avec succès, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Okay. Tu peux juste rapidement rappeler ce que c'est peut-être pour les auditeurs qui n'auraient pas une idée très claire du terme. En gros, le tapering, alors pour vraiment faire simple et pour vulgariser au max, le tapering, c'est la conséquence c'est ce qui devrait être la conséquence d'un quantitative easing. Un quantitative easing, justement, c'est une banque centrale qui adopte des mesures d'assouplissement pour soutenir les économies dans des temps précaires. Ok. En gros, c'est tout simplement la banque centrale. Alors généralement, on vulgarise en disant que c'est la banque centrale qui imprime des billets. Dans la pratique, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est la banque centrale d'une zone économique en question, qui va soutenir une économie en achetant des obligations, donc en soutenant artificiellement les marchés. D'accord? C'est ce qui avait été fait. En fait, c'est ce qui est fait depuis la crise financière de 2008. On est vraiment dans l'ère des quantitative easing. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on en a eu combien? On en a eu 3 là depuis 2008, si je dis pas de bêtises, aux États-Unis. Il y en a eu un en 2008, il y en a eu un en 2012, je crois. Il y en a eu en Europe, notamment avec à l'époque, on parlait pas encore de Brexit, on parlait de Grexit. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais en gros, voilà, c'est la Banque centrale qui soutient artificiellement l'économie de sa zone. Et justement, le tapering, qui était ta question, Xavier, c'est ce qui fait le succès d'un quantitative easing. Un quantitative easing, c'est quand la Banque centrale injecte des liquidités dans l'économie. Et un tapering, c'est quand la Banque centrale retire les liquidités qu'elle avait injectées. Et il n'y a que comme ça qu'on juge que le quantitative easing a été dur à prononcer quand on le prononce rapidement. Quantitative easing a été pour que le quantitative easing soit un succès, il faut absolument que la Banque centrale retire les liquidités qu'elle a injectées. D'accord? Et c'est ce qui avait été sur toutes les lèvres cette année. On parlait justement de la fin des politiques d'assouplissement de la Fed, les politiques d'assouplissement extrêmes, des mesures extrêmes d'assouplissement dues au Covid. Donc on parlait de remonter des taux et on parlait de quantitative tightening. C'est pour ça qu'on parle de tightening curve, de resserrement monétaire. Sauf que là, alors très bien, la Réserve fédérale a augmenté les taux, a commencé à augmenter les taux. Donc théoriquement, c'est censé limiter l'accès au crédit, d'accord? Vu que l'argent est plus cher, le coût de l'argent augmente. Donc c'est censé désinciter les ménages et les business à accéder au crédit. Je rappelle qu'on sortait d'une période où les taux étaient négatifs en Europe, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Où on vous payait littéralement pour emprunter. Donc, on a la Réserve fédérale qui augmente les taux et qui parle de tightening, donc de tapering, pardon. C'est-à-dire déjà, on arrête d'acheter des actifs et on commence à réduire le bilan. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ouvre une petite parenthèse, c'est Christine Lagarde, présidente de la BCE, qui avait été apostrophée sur un plateau, je crois que c'était en Belgique, il me semble que c'était en Belgique ou aux Pays-Bas, où justement elle venait un petit peu défendre j'allais dire son but de remonter les taux en Europe, d'emboîter le pas un petit peu avec ce qui a été fait aux États-Unis, en disant on va augmenter les taux en Europe, etc. Il y avait un journaliste qui lui avait posé une question très intéressante et qui lui avait montré la même courbe que je viens de vous montrer, mais pour la BCE, en disant qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? Et Christine Lagarde s'était retrouvée toute penaude en disant oui, on adressera le problème du bilan de la BCE en temps voulu. Elle avait vraiment balancé une réponse laconique parce que c'est ça, il est là le cœur du problème. Tant que l'argent de la BCE reste, là je parlais de la Fed, mais c'est la même chose pour la BCE, tant que cet argent reste dans l'économie et n'est pas récupéré par la BCE ou la Fed, on a un gros problème. Et je vais même aller plus loin. Ça, c'est quelque chose qui passe à l'as chez beaucoup de médias. Mais qu'est-ce qui fait
les niveaux d'inflation qu'on connaît aujourd'hui. L'inflation a été sur toutes les lèvres en 2022. J'en parlais tout à l'heure avec, on était à plus de 11%, plus de 11% au Royaume-Uni. En Europe, aux États-Unis, l'inflation est sur toutes les lèvres. Pourtant, c'est pas la première fois qu'on a un quantitative easing. D'accord? 2008, crise financière. On a débloqué des milliards, des centaines de milliards, on a injecté des centaines de milliards dans les économies aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, puisque la crise, je le rappelle, la crise qui était à la base américaine, avec les subprimes, s'est propagée à d'autres zones économiques par le biais de la titrisation notamment. Et c'est vrai que pourquoi on n'a pas connu le même niveau d'inflation? Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, la BCE, la Fed, on va rester sur les États-Unis, avait augmenté les taux en même temps qu'elle avait augmenté le niveau de capital minimum requis pour les banques commerciales. D'accord? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la Fed augmente les taux, certes, mais déjà n'a pas réduit son bilan significativement. Elle l'a réduit un petit peu, mais il y a encore énormément de chemin à faire, je le montrerai avec le graphique. Et surtout, les niveaux de capital minimum requis par les banques commerciales sont, alors je n'ai pas les chiffres là, je crois qu'on doit être autour de 5%, mais sont historiquement bas. Ça veut dire que malgré la hausse des taux, les banques commerciales peuvent encore prêter à foison et peuvent encore accorder des prêts, alors on parlait de l'immobilier, c'est d'ailleurs ça qui nous avait fait la transition avec la Chine, mais peuvent encore accorder des prêts aux ménages et aux entreprises et des lignes de crédit, des cartes de crédit à tous les consommateurs. C'est pour ça, en fait, le problème qu'on a actuellement pour l'inflation, ce n'est pas un problème de taux, c'est un problème d'offre monétaire. Et pour l'instant, l'offre monétaire est extrêmement importante, elle est record. D'accord? Alors qu'en 2008, on avait pris des mesures drastiques. On avait augmenté les taux. On avait fait, alors le tapering, il avait mis un temps, il a mis plusieurs années à être fait, c'est vrai, mais on avait augmenté drastiquement le niveau de capital requis. Alors pour rappeler un petit peu ce dont je suis en train de parler à ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas trop, je parle de l'argent que les banques commerciales doivent avoir en fonds propres par rapport aux prêts qu'elles accordent au business et aux ménages. Et pour l'instant, on est sur des niveaux extrêmement bas. Alors là encore, une fois, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on doit être autour des 4-5%, ce qui est extrêmement bas. Et du coup, il n'y a pas un énorme problème là dont on discutait en off, donc je sais qu'il y a un énorme problème, mais c'est pour faire la transition, sur le niveau de dette des ménages américains par rapport à l'effondrement de leur niveau d'épargne. Mais c'est pour ça que j'ai un ton assez alarmiste sur toutes nos émissions de mousquetaires, parce que pourquoi pour moi c'est pas fini ce problème d'inflation tant que les banques, malgré la hausse des taux, les banques continuent de prêter. Elles continuent de prêter et plus les taux vont augmenter, plus les emprunteurs vont avoir du mal à rembourser aussi. Donc, Pierre, j'ai une image pour dire ce que tu viens de dire, des gens qui ne connaîtraient pas bien ce que tu viens d'expliquer. C'est exactement ce qui a fait chuter FTX, ce que tu es en train de dire. Pas de réserve. Oui, mais c'est exactement ça, pas de réserve. Et c'est pour ça que voilà, si tout le monde retire son argent, il n'y a que 5%, ce que tu es en train de dire, le 5%, il y a 5%, je suis schématique, 5% en caisse. Voilà, si tu veux retirer 10% des avoirs, c'est impossible. Voilà, et c'est pour ça que c'est le cas FTX. Bon, évidemment, là, je suis un peu non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est le même principe, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est une bulle qui éclatera un jour ou l'autre, à moins que, tant que la Banque centrale, elle continue d'acheter des obligations, de maintenir un bilan haut, effectivement, ça se voit pas trop. Mais ça, c'est des pansements qu'on met sur des hémorragies. Si on continue, c'est pour ça que je parle de bulle de la dette. La prochaine crise, elle viendra de la dette, à mon avis. Si vraiment les États ne font rien, voilà, je pense que c'est ce qui va se passer. Mais on vit dans une société de dette, de toute façon, on ne peut pas exploser. Toutes les sociétés américaines, les sociétés européennes vivent sur la dette, donc on ne peut pas changer de modèle, c'est trop tard maintenant. Je ne sais pas comment… en fait, c'est ce que j'avais dit, je crois, il y a, je sais pas, peut-être 6 mois, je ne sais plus quand. La bête se doit d'être nourrie maintenant. On est rentré dans un cycle. C'est voilà, donc on fait trop d'émissions, on se rappelle plus quand on dit. C'est pas fou. Mais moi c'est ça qui m'inquiète. C'est pas effectivement la planche à billets elle a marché comme jamais depuis le Covid, etc. Mais c'est pas un problème si le tapering est effectué correctement et si les banques commerciales jouent le jeu. Là, les banques commerciales ne jouent pas le jeu parce que tu parles de quelle région, Europe ou US? Alors, je parle des États-Unis. Mais en Europe, les taux de réserve sont plus importants. Hein. Ouais. Ils sont plus importants, mais si demain, tu as une crise financière, une crise de la dette qui pète aux États-Unis, tu auras des répercussions en Europe. C'est sûr et certain. Mais le système bancaire européen est quand même plus costaud
C'est vrai, enfin plus costaud. On a plus de capitaux, on va dire, en fonds propres, c'est Mobilisés. certain. Maintenant, on va quand même voir comment ça va se passer parce que, effectivement, si les États-Unis Ah bah si les partent en États-Unis récession, défaillent, évidemment. ça risque d'être compliqué. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas ce que fait la Fed. Pourquoi la Fed n'augmente pas les réserves minimum des banques commerciales? Pourquoi elle ne le fait? Est-ce que c'est à dessein? Est-ce que leur but est simplement d'augmenter l'inflation pour réduire les dettes? Enfin, là, on peut imaginer tout un tas de scénarios, mais comment des gens qui sont au bord de la Fed ne voient pas ça ou refusent de le voir ou n'agissent pas par rapport à ça? Ils l'ont fait il y a à peine, il y a quoi? Il y a un peu plus de 10 ans, ils l'ont fait déjà. Pourquoi ils ne le font pas cette fois-ci? Donc, moi, les taux qui montent, c'est très bien, d'accord, c'est cool. Ça laisse penser aux auditeurs, à la grande audience, que la Fed est en train de prendre le problème de l'inflation à bras le corps. Sauf que il n'en est rien, puisque les banques centrales continuent d'accorder des prêts, des lignes de crédit à droite à gauche. Donc, et puis en plus, les prêts qu'il y a aux États-Unis, c'est pas les mêmes qu'on a en France ou en Europe, hein. C'est des prêts extrêmement piégeux, j'allais dire, avec des taux qui varient, enfin, ça va être. Et puis il n'y a pas, encore une fois, c'est toi, je ne sais plus si c'est toi Xavier ou toi Richard qui le disait, mais il n'y a presque pas de chèques qui sont faits par les banques commerciales on prête à quasiment n'importe qui. Ouais. On n'est pas sur les mêmes niveaux qu'on avait lors de la bulle immobilière en 2008, mais presque, quoi, tu vois. En France, pour accéder au crédit, déjà, il y a un peu plus de contrôle. On va regarder tes capacités à rembourser, ton niveau de surendettement, etc. Aux États-Unis, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, souvenez-vous, c'est comme ça que ça avait pété en 2008, hein. On accordait des prêts immobiliers à des gens qu'on ne vérifiait même pas s'ils étaient capables de rembourser, et puis en plus avec des taux variables, les subprimes qu'on connaît, etc. Donc c'est ça qui a causé la bulle immobilière. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète. Et c'est pour ça que je dis que le problème, il n'est pas résolu. Même si on augmente les taux, il n'est pas résolu le problème. Tant qu'il y a cette courbe, il y a deux choses. Tant qu'il y a cette courbe extrêmement haute, au-dessus des 8 trillions du bilan de la Fed, et tant que les banques commerciales peuvent prêter à foison, on est à 4,5%, je crois. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il me semble qu'on est à 4,5%. Alors en pratique, on est plus proche des 10%. Parce que chaque banque commerciale a des taux différents, évidemment. Mais c'est inquiétant. C'est inquiétant ce qui se passe. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas. L'inflation, effectivement, on parle d'un pic de l'inflation depuis juin, juillet. Là, on est à quoi? On est à 7,1% aux États-Unis. C'est quand même énorme. L'inflation accélère moins que prévu. Et c'est ça que le marché paye. Donc, moi c'est ça qui me. C'est ça qui m'inquiète, vraiment. Je ne suis pas en mesure de vous dire que ça va péter dans 3 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Mais tant que ce problème n'est pas réglé, on continue de mettre des pansements sur des hémorragies. Et quand ça va claquer, ça va faire très, très, très mal. C'est comme ça que je le vois. Donc attention. Et encore une fois, comme dit Richard, c'est des fils rouges qu'il faut garder à l'esprit. Effectivement, si demain, la Réserve fédérale dit « Ok, on va continuer de racheter des obligations parce qu'il faut soutenir, il faut apporter de la stabilité dans le marché obligataire. » Parce que là, le marché obligataire, attention, hein, on se rapproche dangereusement sur les taux à 10 ans, les rendements à 10 ans, on se rapproche très dangereusement des 4%. On est à 3,88 ce matin. Attention. Je dis ce que je dis depuis un an. Tu le dis tout le temps, les taux obligataires. C'est là qu'il va falloir se barrer. Quand vous allez avoir un spike à la hausse de, je sais pas moi, 10, 20, 30 points de base, attention. Parce que ça veut dire que le cash est en train de partir des marchés obligataires. Les investisseurs, ça va traduire vraiment une défiance des investisseurs dans le système. Et si la Fed, parce que rappelez-vous, ça avait eu lieu ça au mois de juin, je crois. On était passé très brièvement, on était passé à 4,3% sur le rendement à 10 ans américain. La Fed a dit, on va remettre de la stabilité, on va racheter, machin, tout ça. Quand la Fed ne pourra plus faire ça, attention. Donc, je suis d'accord, c'est peut-être pas un levier sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, mais quand même, c'est un problème qui perdure depuis le Covid, qui s'accélère depuis le Covid, et la Fed n'a l'air de rien faire pour ça. La Fed publiquement dit, on s'en fout, on continue de monter les taux parce que notre problème, c'est l'inflation. Ouais. Mais que nenni, empêcher les banques commerciales d'accorder des prêts si vraiment votre problème c'est l'inflation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je reste très 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 négatif. Je veux pas être un perma-bear ou un perma-boule, j'ai horreur des gens qui sont comme ça, mais
force est de constater qu'il y a quand même un levier extrêmement baissier qui perdure vis-à-vis de la dette. Et les cryptos dans tout ça, hein, on pensait qu'avec les cryptos, on pouvait se mettre à l'abri d'une crise financière, etc. Et puis, j'ai vu passer quelque chose comme quoi aux US, on allait interdire les wallets. Donc si on interdit les wallets, ça veut dire qu'on est obligé d'avoir nos cryptos dans des systèmes centralisés, type Binance, FTX. Et là, on arriverait vers une régulation qui enlèverait peut-être le côté romantique de la crypto, mais qui surtout ferait rentrer beaucoup, beaucoup d'investisseurs sur les cryptos. Et ça pourrait être vraiment un bull run impressionnant, là. Bah oui, mais À mon avis, hein. réguler des wallets, ça tue un peu le principe de base de la crypto, quoi. Je veux dire, à la base, la crypto, c'est pour se décentraliser, c'est pour... Tu vois, donc... C'est la récupération de la crypto par le système, on va dire le mot, hein, le système entre guillemets, quoi. Par contre, là, pour rebondir sur la crypto et sur le scénario que fait Pierre, la crypto, si ça change pas et si ça reste aussi décentralisé que ça l'est actuellement, on pourrait se dire potentiellement, si on a vraiment une défiance des investisseurs vis-à-vis du système financier en cas de crise de la dette, crise obligataire, la crypto, ça pourrait être un refuge intéressant, moi je pense. Sauf si on t'interdit d'avoir des cryptos dans ton wallet. C'est-à-dire qu'en fait, tu es obligé d'avoir Bah oui, des mais ce que cryptos je te dis, c'est si en la situation centralisé. change pas. Et C'est si si tu as la- des si- cryptos si- en centralisé, c'est comme si c'était de l'argent à la banque. Bah oui, c'est bien ce que je te dis. C'est si, disons, si on reste dans les conditions telles qu'on les connaît aujourd'hui, quoi. Mm. Mais Voilà, apparemment, voilà. bon, on irait vers une interdiction des wallets, comme on avait eu en Corée, je crois, si je dis pas de bêtises, ou... Ouais, mais bon, comment tu fais quand tu es un département de justice, comment tu fais pour prouver que telle wallet est reliée à telle personne quand justement le principe c'est l'anonymat et tu vois, c'est pour ça que Un moi, KYC. ouais, mais KYC, tu trouveras toujours des juridictions qui te feront des wallets sans KYC, tu vois, ou tu foutras tes cryptos sur des clés, enfin, je pense qu'il y aura toujours des moyens de les stocker les cryptos, tu vois. Et je vois mal les marchés cryptographiques mourir. Enfin, on va parler du Bitcoin. Je vois mal le Bitcoin mourir tant qu'il y aura des utilisateurs qui Non, croiront mais au système. au contraire, hein, moi je dis le fait d'interdire les wallets et les ledgers, ça va faire recentraliser toutes les cryptos. Et si c'est recentraliser toutes les cryptos, c'est les gros investisseurs qui vont commencer à rentrer. Parce qu'actuellement, il y a les petits investisseurs, ceux qui croient, et les gens qui croient à un système capitaliste alternatif. Mais vraiment, les gros investisseurs Ouais. qui font le marché n'ont pas encore mis l'argent dans les cryptos. Et ils attendent justement cette régulation pour pouvoir rentrer. Et le fait d'avoir cette régulation, ce sera dommage pour le côté romantique des cryptos, mais ça fera un bull run impressionnant avec un nouveau flux d'argent frais qui rentrerait sur le marché. Je suis pas convaincu, moi. Moi non plus. Je suis pas convaincu parce que. Ah, pourtant, j'ai mis tout mon cœur, hein. Ah non, mais je te fais confiance là-dessus, mais est-ce que réguler, faire des KYC sur des wallets, est-ce que ça va vraiment inciter des. Parce qu'encore une fois, ça tue le principe premier de la cryptographie, quoi. Et Oui, mais puis pourquoi les gens veulent pas... Moi, je connais beaucoup de gens qui ne veulent pas rentrer sur les cryptos parce qu'ils me disent comment tu ressors. Ouais, mais si tu sors, comment tu fais? Pour faire ta déclaration d'impôt, comment tu fais? Comment est-ce que tu vas déclarer que tu as de l'argent sur Binance, que tu l'as passé sur le wallet, que tu es tu le allé sur déclares pas. Avalanche, d'Avalanche, tu es allé sur l'autre, que tu as eu, t'es allé dans une farm, tu as eu des tokens, etc. C'est imbitable. Alors que si on arrive, eh ben, c'est sur la centrale, tu achètes, tu vends. Voilà. Donc, tu as des frais de transaction, tu as des trucs de transaction qui sont traçables. Donc, c'est légalisé, quoi. Et il n'y aura plus de Je sais problème, pas. mais les gens vont rentrer. Moi, Par contre, j'attends juste un truc, moi, c'est que Ledger rentre en bourse, puis après j'achète Ledger. Ou je vends Ledger, oui. en fonction des décisions. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, Ouais. des digital coins des banques centrales là, qui sont dans les tuyaux en ce moment là. L'euro digital, le dollar Bon, bah, c'est digital. le but du jeu. C'est le but du jeu à moyen terme, mais ça marchera jamais. Ça La marchera fin pas. du cash, la fin du cash, on pourra plus faire de black. Ça marchera pas. Et c'est la fin de l'argent tout court.
Parce que quand tu as de l'argent, j'avais entendu ça m'avait intéressé, je crois que c'était en français ou en espagnol, je ne sais plus, c'est que si toi, tu as 50 euros, tu vas acheter un café, tu donnes un billet de 50 euros, le mec du café, 50 euros, il va acheter du pain, il donne 50 euros, le mec qui a du pain, 50 euros, il va acheter de la farine, ça coûte 50 euros, et jusqu'à la fin, ça coûte 50 euros un billet de 50 euros. Mais si tu fais de lits euros, tu vas acheter un café avec 50 euros, on va te prendre 1 euro de commission, donc il va rester 49. Le mec qui a 49 euros, il va acheter ensuite du pain, ça va faire 48. Le mec de 48, il va acheter autre chose. Et à la fin, on arrive à zéro. Mais ouais. C'est la différence du cash avec la monnaie électronique. C'est-à-dire que le cash, en fait, tu perds jamais de valeur, sauf en cas d'inflation. Oui, ouais, bah quand même, parce que oui, c'est vrai que moi je peux te le dire, je le sens, hein, la chute du pouvoir d'achat en Angleterre, hein, les 11% d'inflation, je les sens par rapport à l'année dernière. C'est T'arrives à la certain. fin du mois, Pierre, ou... Oui, non, Oui. j'y arrive parce que je suis un trader de génie et que Ouais. bon, non, mais non, mais c'est compliqué, Mm, mm. c'est sûr. Par Ah, contre, moi va aussi, falloir je le vois, m'expliquer. j'ai fait mes comptes, je les fais 2 fois par an. J'ai dépensé bien plus de 10%. Hein. Bien plus de 10% en mensuel, bien plus de 10% qu'en dernier. Hein. C'est fou. Moi, pour 2023, je pense quand même, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais malgré tout ce qu'on vient d'évoquer, je m'attends à une stabilisation un peu du marché, des marchés, actions, puisqu'on parlait de ça. Maintenant, parler d'un retour à la hausse, à mon avis, il y aura des rotations sectorielles qui vont s'opérer. Voilà, et on pourrait se poser la question sur les techs, on pourrait se poser la question sur les métaux industriels qui sont beaucoup utilisés dans le développement des énergies renouvelables, de toutes ces technologies-là. On pourrait se poser des questions aussi sur l'or et l'argent aussi, puisque... En parlant des secteurs, il y avait un type que Xavier voulait faire sur les secteurs 2023, non? Ah, ok. Ah non, mais bah, je voulais justement, comme ça fait un moment que Richard avait pas parlé, je voulais justement lui laisser la parole là pour son, bah, voilà, qu'est-ce que t'attends sur 2023, Les prédictions. comment tu vois ouais, voilà, comment tu vois les choses. Ouais, donc pour les secteurs, alors moi alors, quand même que les gens sachent, moi je suis quand même quelqu'un qui est très croissance, donc valeur croissance. Aujourd'hui, il y a des secteurs qui, dans la croissance, souffrent tous à cause de la revalorisation des actifs par rapport à la hausse des taux d'intérêt. Donc tout ce que je vais dire est tenu quand même par une chose. Si nous avons toujours des hausses de taux, le marché croissance continuera à baisser. Ceci étant dit, il y a plein de secteurs sur lesquels je trouve qu'il y a des croissances cachées, entre guillemets, qui ne disent pas leurs mots. Et aujourd'hui, il y a un secteur qui m'intéresse énormément, c'est l'énergie. Mais moi, je ne suis pas du tout pétrole. Je suis plutôt sur les énergies renouvelables, etc. Je mets une petite alerte quand même sur les ENR. On commence à se rendre compte que des éoliennes qui ne tournent pas de l'hiver, ça pose un problème, notamment en Allemagne. Le photovoltaïque ne marche pas terrible. Alors par contre là, je sais étayer, hein, parce que j'ai vu plusieurs choses passer, des décisions gouvernementales de droite et de gauche sur l'Europe. C'est le retour du nucléaire. Et c'est le retour en force du nucléaire. Donc en France, Suède, les Anglais, ils ont une Hinkley Point qui est en train de se construire, les Finlandais, etc. Enfin bref, il y a un peu partout. Même les Suisses, c'est ça le discute, nucléaire t'inquiète. qui revient. Pardon ? Même en Suisse, ils en discutent aussi, ils veulent refaire Parce qu'on ça y est, on a compris que c'était de l'énergie alternative, une éolienne. Enfin, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité, quoi. La seule solution pour que vous ayez une électricité continue avec une éolienne, c'est de l'accoupler avec de l'hydrogène. Donc la vraie solution pour parer au nucléaire, c'est l'hydrogène. Mais l'hydrogène, aujourd'hui, en bourse, c'est une catastrophe. Il n'y a pas une valeur qui gagne de l'argent, ça crame du cash de partout. Enfin, il y a des gens qui vantent les qualités de McPhee parmi tant d'autres, hein, il y en a d'autres. Hein, mais regardez les comptes, mais ils annoncent même pas à horizon 3 ans le moindre copec qui rentre dans la caisse. Enfin, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et je vous le dis parce que je regarde des valeurs sur toute l'Europe. Toutes les valeurs européennes, aujourd'hui, sur le domaine de l'énergie nucléaire, sont haussières. Elles n'ont jamais renié leur hausse depuis le krach du Covid. Jamais. Donc, attention, on parle d'un package, hein, on ferait un ETF de ces valeurs-là nucléaires. C'est ce qu'on constaterait.
Donc pour moi, un secteur dont je n'ai jamais parlé, qu'on est fan, on n'est pas fan, enfin chacun son avis sur le sujet, c'est le nucléaire. Donc voilà, c'est un truc un peu surprenant peut-être que je sors comme ça, mais il sort pas comme ça en claquant des doigts, il y a du boulot derrière. Je vais m'intéresser au nucléaire. Voilà. Donc si ça intéresse des gens. Alors, je sais que tu vas Xav te dire d'autres sujets, mais en tout cas c'est un sujet que moi je trouve intéressant dans l'énergie. L'énergie c'est comme un sujet important qui va compter. Mais par contre je vais être plus généraliste et je vais finir là-dessus. Je te refile la parole. Quand on me dit les small, il n'y a rien. Enfin moi je suis des small qui sont en hausse. Hein. J'ai un package de small françaises qui augmente. Hein. Pour moi, le pays qui a morflé, il y a 2 régions européennes qui ont morflé vraiment, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, pour les raisons qu'on connaît, hein, les histoires de gaz, etc. Il y a quand même des valeurs qui sont effondrées à cause de ça, alors qu'elles ne consomment pas de gaz. Ouais. Donc, faut faire ses tris, etc. Il y a une deuxième région qui a morflé énormément, c'est la Suède. Ce sont des pays où il y a de la valeur croissance, les valeurs croissance sont très présentes. Et aujourd'hui, force de constater que tout s'est effondré. J'avais vu un dossier, j'avais parlé avec mes élèves d'un dossier, et bizarrement, il a rebondi très violemment. Il s'appelle BICO. Vous irez voir en Suède, BICO. Le dossier a fait moins 90% en ligne droite. Moins 90%. À un moment donné, je regardais ça, tiens, je vais aller revoir un peu les fondamentaux, voir s'il y a eu une mauvaise news. Enfin, j'ai cherché. Il n'y avait rien. La boîte est comme ça. Quelques semaines après, le dossier a rebondi, a fait x3, x4. On a actuellement dans des valeurs croissance des dossiers qui sont complètement oubliés parce qu'on jette tout à la poubelle. C'est à chaque fois la même chose. Ouais. Et vous allez, si vous travaillez bien les fondamentaux de vos entreprises, vous allez voir des dossiers, je ne comprends pas pourquoi ils baissent. Mais à un moment donné, il faut vous dire, comme d'habitude, il y a des dossiers qui sont trop bas, qui sont une catastrophe et qui vont aller chercher à la cave, comme je disais tout à l'heure, chercher les bouteilles de champagne. Il faut les repérer. Et il y a plein de sujets sur lesquels, alors Bico, vous ne connaissez pas, mais voilà, regardez là, vous allez voir le rebond qu'elle a fait, vous regardez l'amplitude, c'est un truc de fou. Et ça, il y en a plein partout qui traînent. Mais s'il y avait un secteur, ouais, effectivement, moi je trouve le nucléaire, il faut aller regarder ça, c'est intéressant. En tant qu'investisseur, ça peut être sympa. Voilà, j'ai fini. Au niveau nucléaire, il y a quoi à suivre? Parce que moi, l'action nucléaire, je vois pas. Il y a A-System. Comment? Il y a A-System. Oh, attends, tu me donnes 2 secondes, je vais te donner des noms, si tu veux bien. Ouais. Je vais ouvrir mon fichier. Je vais regarder ça. Mais je vais enchaîner, je vous redis tout de suite après. Ah, t'inquiète. Non, mais après, ouais. De toute façon, c'est connu, Richard, hein, que les marchés sont très, 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 très rationnels. C'est pour ça que des fois, il y a des petites pépites qui se prennent moins 90% en ligne droite et qui passent complètement sous le radar des investisseurs. Et puis, boum, un jour, tu as le rebond, elles font x5. Un jour, ça se réveille. De toute façon, c'est à la hausse comme à la baisse. Hein. Les marchés financiers, c'est jamais rationnel, au moins à court terme. Alors, sur PEA, je vais raconter tout ça. Sur PEA, vous avez A-System en France. Alors, France, on a Perrier Industrie. On a Excel, EXAIL, qui est l'ancien ECA, qui appartient au groupe Gorgé. Et une toute petite, mais qui est très illiquide, qui s'appelle Soditech Ingénierie. Ceux qui veulent se promener un peu plus loin, mais qui restent dans le PEA, il y a Studsvik. Le code, c'est SVIK. Il y a Beger Alma aussi, qui est sur la Suède. Donc, ces deux-là sont suédoises. Et il y a une valeur allemande qui s'appelle ENBW en Allemagne. Et c'est liquide. Vraiment dans le nucléaire, qui sont plutôt des gens qui sont des voilà. Je vais vous dire quand même globalement ce que ces dossiers-là font cette année. Au niveau volume, c'est liquide ou c'est pas liquide, Richard? Tu peux mettre 10 000 euros c'est des small ou mid. Hein, Soditech n'est pas liquide du tout. Mais pour info, l'ensemble de ces valeurs-là, cette année, font en moyenne plus 13. Ah, ce qui n'est pas dégueu. Et si je regarde depuis le crack du Covid, la courbe, c'est ça. Il y a quelques sursauts, hein, mais c'est ça. Voilà. Et ça va finir quasiment plus haut sur cette année. Alors, je peux donner des performances de certaines de ces valeurs. Soditech, ça a pris 87%. Mais c'est liquide ou c'est pas liquide, ça? C'est pas liquide. ENW a pris 13%, t'as Excel qui a pris 23%. Tu fais 87% avec 2 000 euros ou quoi? C'est un peu la question.
Après, ça dépend comment tu gères ton portefeuille. Il y a des gens qui gèrent leur portefeuille avec très peu d'argent, d'autres qui ont beaucoup d'argent, des gens qui vont faire des paniers, des gens qui vont faire des arbitrages selon du technique, voilà, selon le volume. Tout ça, ça dépend complètement de la capacité des gens à mettre beaucoup ou peu d'argent sur le marché. S'ils veulent un peu plus de liquidité, tu as un système et puis Excel qui est assez fourni, quoi. Voilà. D'accord. En Ok. tout cas, moi, c'est une thématique que j'aime aussi beaucoup, mais c'est bien que Richard ait un petit peu donné des valeurs parce que bah oui, forcément, enfin, si on est à peu près rationnel, c'est évident que le nucléaire, c'est quand même, enfin, je sais pas, ça me paraît être une évidence hein, dans le futur pour assurer la transition énergétique, écologique et tout le tralala. Après, c'est bien que Richard nous ait donné des valeurs parce que j'avais toujours trouvé que c'était un secteur assez opaque où c'est compliqué de vraiment trouver voilà, des valeurs qui vont être assez indexées vraiment sur ce secteur-là parce que bon, souvent c'est des valeurs, c'est une petite partie de leur activité quoi, quand elles sont sur le domaine du nucléaire. Mais là, c'est bien, au moins on en a quelques-unes à creuser donc merci Oui, oui, ça a Richard. creusé. Et puis, tu peux faire si tu as beaucoup d'argent à positionner, je sais pas, moi, s'il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, ils peuvent faire un panier. Vous savez, moi, je suis un partisan de l'ETF maison. Hein. Au lieu d'aller acheter des ETF à droite à gauche dont on ne sait même pas de quoi c'est constitué, bah, pourquoi les gens ils feraient pas leur propre ETF à eux dans leur PEA? Enfin, en plus, c'est tout gagnant. Et là, je vous ai parlé que de valeurs européennes. Mais parfois, il faut essayer de chercher un petit peu ailleurs que sur Euronext. Il faut aller se promener un petit peu ailleurs. C'est clair. Et puis après, bah, moi, en ce qui me concerne, je vais donner d'autres secteurs. Alors là, c'est un petit peu plus. C'est pareil, je me suis penché. Bon, sur quoi on pourrait se tourner pour 2023 pour essayer de faire une bonne année. Et bon, globalement, alors pour moi, c'est assez spéculatif, mais je pense que, bon, en France, on a quelque chose qui est très, très résilient, c'est le luxe. Déjà en 2022, on disait oui, attention, parce que le niveau d'activité, potentiellement l'inflation qui va être problématique. Que nenni, on a eu, bon, c'est des boîtes qui ont un super pricing power, donc l'inflation, elles n'en ont pas grand-chose à faire. Et puis bah moi, mon take, pourquoi un petit peu plus spéculatif? Parce que ça va beaucoup dépendre de ce qui va se passer en Chine. Donc dans le meilleur des mondes, avec une Chine qui se réouvre économiquement et un commerce intérieur qui se retrouve, une activité économique intérieure qui se retrouve un petit peu boosté, bah, ça pourrait profiter à ce secteur-là qui, bon, je le rappelle, hein, une boîte comme LVMH, 30% de son chiffre d'affaires, c'est la Chine. D'autant plus que si on compare avec le CAC 40, les performances hein, cette année sont pas dégueulasses. On est à peu près dans la norme. Hermès et LVMH, il y a encore 2 semaines, on était quasiment au plus haut historique. Donc ça, c'est le premier secteur. Ensuite, le deuxième secteur, c'est un secteur très très défensif. La santé. Secteur de la santé, si bon, il y a plein de raisons, hein, bon, déjà, on prend Sanofi en France qui quand même fait plus 7% cette année, alors que le CAC fait -7. Et si on compare avec les paires américaines, les big pharma américaines qui sont toutes sur leur plus haut historique, que ce soit Pfizer, Eli Lilly, Merck, j'en oublie sûrement l'une ou l'autre, mais même AbbVie, toutes sont au plus haut historique. Sanofi sous-performe un petit peu. On a des labos français comme Boiron et Ipsen qui font +20 et +30 cette année, qui sont pas sur leur plus haut historique non plus. Donc peut-être un petit rattrapage à prévoir, surtout que c'est des boîtes qui ont quand même des bonnes prévisions là sur les 2, 3 prochaines années. Et puis le dernier secteur que moi je vois bien aussi tirer son épingle du jeu en 2023, ça fait un moment qu'on n'en a plus entendu parler, mais c'est tout ce qui va être les constructeurs pardon, les boîtes de l'aéronautique, les constructeurs notamment. Je pense à Airbus, Boeing et peut-être un petit peu Safran aussi. Première raison, c'est qu'en fait, si on regarde les performances, on se rend compte que vous vous rendrez compte que cette année, Airbus et Safran sont vertes, par exemple. On doit faire +5 ou +6 sur l'année aussi. Et la deuxième raison, c'est que, ils engrangent des commandes, ils engrangent des commandes, ils engrangent des commandes. On a le tourisme qui était à l'arrêt là pendant 2 ans à cause du Covid. Les boîtes, toutes les compagnies aériennes qui ont eu un petit peu l'occasion de se restructurer et puis de relancer des gros investissements pour remettre leur flotte à jour, racheter des avions, en prévision de le tourisme aérien. On attend quand même 9 milliards de passagers à horizon 2050, hein. C'est quand même 2 fois plus que ce qu'on avait en 2019, donc juste avant la crise du Covid. Voilà, moi pour mes secteurs. Après,
Je pense qu'il pourrait surperformer, disons, en 2023. Après, globalement, je pense que ça va continuer d'être une année difficile hein, pour toutes les raisons dont on a parlé, notamment les raisons macroéconomiques avec les superbes illustrations de Pierre. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un avait envie de réagir. Au niveau aéronautique, avec la transition écologique, ça va être chaud quand même, parce qu'un avion, ça Bah, je sais. pollue. Bah oui, mais les commandes sont là, les prévisions sont là. Après, je veux dire, c'est du fact, quoi. Ouais, mais Les commandes, est-ce qu'on va continuer encore, est-ce qu'on va continuer encore dans une politique où on va te dire, prends pas ta voiture, mais par contre, on peut faire décoller 600 avions par jour, alors qu'un avion, ça pollue comme 10 000 voitures une année. Un avion, ça pollue comme 10 bah, 000 c'est pas voitures vrai, sur un an. l'aérien, c'est 4 à 5% des émissions, si je dis pas de bêtises, hein, 4 Non. à 5% pardon, des émissions globales de CO2 hein, dans le monde, enfin, À ça représente pas Barcelone, grand-chose. à Après, pour moi, Barcelone, à Barcelone, 30% de la pollution vient du port, 30% de l'aéroport et 30% des voitures. oui, mais c'est à C'est Barcelone, énorme. c'est une grande ville, c'est normal, je veux dire, heureusement qu'il n'y a pas des aéroports dans toutes les villes. Mais globalement, pour moi, c'est un faux sujet parce que on l'a dit avec Richard, les commandes sont là. Et puis surtout, après, c'est des boîtes qui se développent aussi. Donc, je veux dire, elles ont les moyens financiers de mettre au point des moteurs qui sont moins polluants pour respecter les normes en vigueur et fonctionner avec des carburants plus économes et plus écologiques. En tout cas, c'est ce que développe Airbus. Je crois Mhm. qu'Airbus veut pas, à horizon 2030, ils vont plus mettre un seul moteur qui peut pas fonctionner avec du biocarburant. Donc après, le biocarburant, hein, c'est vaste, hein, il y en a plusieurs et plusieurs manières de les fabriquer. Mais Mhm. disons, d'ici 2030, plus un seul avion Airbus ne sortira d'usine sans être équipé d'un moteur qui puisse fonctionner avec du kérosène lambda et du biocarburant plus ou moins bio, j'ai envie de dire. Hein. Euh, voilà, voilà. Ok. D'accord. Très intéressant. Pour conclure, on faisait une petite perf sur une petite. Oh, putain, merde, j'ai décroché le téléphone en même temps. Donc, on va conclure. Ça a été une émission intense, voire deux émissions intenses d'ailleurs. On conclut. Bon, les pronostics. Je sais que bon, je sais très bien que vous allez me dire, on traite ce qu'on voit, etc., etc. Bon, évidemment, à l'instant T. Dernier jour de l'année, dernier au pluriel, hein, dernier jour de l'année, vous voyez comment l'année 2023? Ben, on va commencer avec Pierre, allez. Il est mute, Pierre. 2023, moi, comme je l'ai dit, hein, je m'attends à quand même un peu plus de stabilité. Alors évidemment que ça va dépendre de l'évolution des dossiers qu'on a mentionnés, la géopolitique et puis surtout les conditions monétaires qui, pour moi, mènent un petit peu la danse de toute façon. Euh, je pense qu'on en saura quand même beaucoup plus à la fin du premier trimestre, à mon avis, même à la fin du mois de janvier-février. Déjà, on aura un petit peu le ton, de l'année. Mais je m'attends quand même à beaucoup plus de stabilité sur toutes les classes d'actifs. Peut-être à part celle des obligations, mais à la fois sur les actions comme sur les monnaies. C'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi des monnaies, mais il s'est passé énormément de choses sur les marchés du Forex. J'avais d'ailleurs eu l'occasion d'en parler à Barcelone. Mais voilà, peut-être une année un peu moins directionnelle quand même, mais plus de stabilité. On aura quand même un premier checkpoint à faire au premier trimestre tous ensemble. C'est mon point de vue. D'accord. Mais plutôt baisse, plutôt flat, toi, pour 2023 alors. Je peux pas te dire pour l'instant. Je vais attendre le premier trimestre. Je vais pas me prononcer tout de D'accord. suite. Ouais. Richard, toi, je sais que tu vas te mouiller. Moi, j'étais hyper baissier cette année. On était les sur- deux, toi et moi, on était les deux baissiers et Xav et Pierre étaient plutôt haussiers, hein, si je me souviens bien. Hein. En tout cas, ça a fini haut, je trouve. Le CAC 40 n'a pas du tout intégré des problématiques qui peuvent nous arriver. J'ai déjà dit au début de l'émission, mais j'étais assez sûr l'an dernier de certaines choses. Là, je suis complètement dans le flou. Pour moi, ça ne remontera pas là où c'est monté. Pour moi, le Nasdaq, qui est comme l'indicateur croissance, va aller plus bas. Il est complètement dépendant des taux d'intérêt, qui dépendent totalement de l'inflation, qui dépendent de la croissance. Et pour moi, la croissance, la récession qui va arriver, pour moi, elle est très faible. Moi, je pense elle existera peut-être même pas aux États-Unis.
C'est mon avis, hein. Donc, ce qui fait qu'il y aura des tensions comme sur l'inflation et donc sur les taux qui font que je vois pas encore le marché croissance repartir. Mhm. Ceci étant dit, sur les values, sur un CAC 40, sur un Dow Jones, je vois pas les choses de la même manière. Plutôt flat, monter, descendre, selon les humeurs, selon la saisonnalité, etc. Puis avec des risques qu'on a énumérés, hein, éventuellement, qui peuvent aller faire descendre, faire changer le paradigme. Mais je crois qu'on n'a jamais été autant dans le flou qu'actuellement sur les tendances actuelles qu'il y a. La seule chose que je suis assez convaincu, c'est que le CAC, il est vraiment haut, il est hyper résilient. L'activité française est plutôt très bonne. Je regarde le DAX, moi, pour me faire un autre avis. Et sincèrement, c'est super compliqué. Donc, Le DAX, il est allé chercher très très bas, mais il a tout repris. En fait, il est descendu ouais. beaucoup plus bas que le CAC. Moi, je Mais pensais dans la qu'il reprise, descendait il est chercher remonté un beaucoup. gap. Il a rattrapé le Je pensais qu'il retard allait chercher- qu'il avait pris sur le CAC, hein, quand même, à la fin. Moi, je pensais qu'il allait chercher le 5000 parce qu'il y a un gap, il y a un gap hebdomadaire sur le 5000. Et je pensais qu'il allait chercher plus bas. Bon, bah voilà, j'ai eu tort, hein. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est la décorrélation entre les values et les croissances, dans le mauvais sens pour les croissances. Ce qui était l'inverse d'ailleurs il y a 2 ans, hein, en 2020. Donc, c'est une sorte de recorrection. Et le juge de paix, ça va être la gestion de cette crise économique qui arriverait. Moi, je suis pas convaincu qu'elle arrive. Voilà. Donc, toi, je suis vachement vague, hein. J'ai même pas envie de dire de chiffres, j'en sais rien. Regardons ce qui se passe, sectorisons, choisissons bien nos valeurs, faisons très attention à tous les mouvements. Petitement investi. L'an dernier, j'avais dit, c'est pas une année d'investisseur. Ce sera peut-être un moment dans l'année de réinvestir, mais pour l'instant, voilà, moi je suis investi. J'ai quelques valeurs investies parce que j'ai pris des bonnes hausses, mais je suis pas convaincu que ça tienne et que je me fasse. C'est possible que je me fasse sortir sur ces dossiers-là, des dossiers canons, hein. Et tant Parce qu'on que n'a pas le de marché, le retournement, marché, il est méchant, quoi. tant qu'on n'a pas de Pardon. signe technique de retournement, on rentre pas, quoi. Pour moi, le taux d'intérêt. Ouais. Taux d'intérêt, taux d'intérêt. Avant de finir avec Xavier, un truc qu'on n'avait pas parlé, c'est le risque de mouvements sociaux. Je sais que je suis le seul à voir ça, mais moi je vois des trucs dans les journaux, les signes faibles, hein, comme tu disais, Richard. Quand on voit par exemple à Barcelone des mamies qui se font attaquer à la sortie du supermarché pour voler leur sac de nourriture, on arrive quand même dans des niveaux assez dangereux, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, tout est passé, l'inflation, etc., est passé parce qu'on avait une justification, en fait. Hein. On justifiait ça, vous savez quoi, hein, par le conflit russo-ukrainien, mais on peut justifier, mais est-ce qu'à un moment, si jamais on arrive les gens n'arrivent pas à la fin du mois, est-ce que vous ne pensez pas qu'il risque d'avoir un mouvement sociaux et ça pourrait peser sur la bourse? Moi, je pense que c'est ce qui risque de se passer l'an dernier. C'est un peu le risque que j'ai peur, c'est qu'en fait, le problème vient de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. En fait, c'est mon avis. Pas du tout, d'accord. Bon. J'ai pas d'avis à dire, Denis. Ce que je sais, c'est qu'en France, on est très doué pour éteindre les révoltes par l'argent. Ce qui n'est peut-être pas le cas en Espagne, mais je sais pas. Je suis assez déconnecté du quotidien avec les marchés. Donc moi, je vois pas trop la chose se mettre en place, mais je vois pas trop de gens grogner autour de moi. Donc voilà. Enfin, c'est ce que disait Pierre. Lui, il a senti l'inflation cette année. Moi, je l'ai senti On a aussi, tous senti, l'inflation. Alors moi et Pierre, ça va parce qu'on est blindés. Mais bon, une personne lambda qui arrivait juste à la fin du mois ou etc. Ça peut être, ça peut faire basculer vite dans le côté obscur de la force. Hein. Et puis, Ouais, mais enfin, en tout cas, en France, il y a tellement d'aides qui sont balancées, c'est un arrosage continuel que je peux comprendre que tu aies une perception espagnole ou Pierre, une perception anglaise différente. et les Nous, on gilets est jaunes, ils sont arrosés. belges.
Non, mais enfin, je Ouais, le dis juste parce que moi, je vois, alors, j'ai jamais droit, hein, je suis au-dessus des plafonds, hein, mais je vois le gouvernement français arroser continuellement. Et encore, là, il y a une prime Pellet, là, pour les gens qui font du chauffage au Pellet, là, il y a une prime de 100 balles qui est tombée, c'est continuel, Ouais, ça mais n'arrête justement, pas. les gilets jaunes, en fait, c'était des gens de classe moyenne qui n'avaient pas droit et qui payaient toutes les aides aux autres. Parce que les aides, quand on donne des aides aux pelettes ou tout ça, c'est la classe moyenne qui la paye. Hein. Et c'est Bien sûr. peut-être là Ah, deviendra la révolution. Il faut pas oublier, la révolution française, c'est pas la plèbe qui l'a fait, hein, c'est la bourgeoisie. Hein. En tout cas, je sais pas, je vois pas ça, mais est-ce que ça a des conséquences sur les marchés, quoi, en soi-même? Il faudrait Ah vraiment qu'il y ait ben, un gros l'investisseur aime clash, bien quoi. la stabilité. Hein, du moment que tu as de l'instabilité quelque part. En tout Ah cas, bon, la seule certitude, c'est que la bonne santé globale, hein, on va pas parler du Nasdaq, mais la bonne santé globale et la résilience des indices, notamment européens, je pense au CAC 40, enfin français, au CAC 40, comment dire, c'est assez paradoxal par rapport à ce qui se passe concrètement. J'ai l'impression pour le commun des mortels, hein, entre guillemets. Moi, je sais que moi, par exemple, dans ma famille, dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui galèrent et qui broient un petit peu du noir, qui sont quand même très pessimistes par rapport à l'avenir, quoi. Donc oui, c'est clair que la situation aide pas. Comment je peux dire? Là, disons, la situation serait propice à des débordements et j'ai pas envie de dire un embrasement, mais ouais, à des grosses manifestations, à une grosse hausse des tensions sociales, quoi. Mhm. Mais je pense que, ouais, je sais pas si ça peut vraiment Tu avoir penses un pas qu'il y ait impact sur les. il y ait de conséquences directes sur le marché? Ok. Ouais, non, bah, ouais, Non, non, je non, pense pas. d'accord. Sauf si truc vraiment. Ouais, voilà. S'ils bloquent des raffineries, des trucs comme ça, ok, bon. Ils le font déjà, Ça a été Pierre, en fait, hein. France. C'est déjà Ouais. fait. C'est déjà dans les prix, quoi. Après, sur rien du tout. On Mm, verra. mm, mm. Ouais, bloquer la raffinerie, ça va encore, mais bloquer l'autoroute le jour de sortie des vacances, c'est un peu plus chiant, quoi. Ouais, mais ça a pas vraiment un impact. Ouais. Ouais, c'est chiant pour les usagers, Ouais. quoi. Mais Non, c'est mais pas c'est chiant pour pour le dire, CAC c'est pour 40. remettre un peu la priorité. Ouais. C'est ça. Xavier, toi, donc on va conclure avec toi Yes. ton pronostic. Après, je donnerai le mien. Et ben moi, je vais plutôt être. Bah moi, je vais un peu plus me mouiller et je pense que ça va vraiment être une année de merde. Je pense que il y a quand même de grandes chances qu'on ait un. Disons, la situation est propice pour de la volatilité à la baisse, quoi. Peut-être pas parler de crack, hein, parce qu'un crack, voilà. Qu'est-ce que c'est un crack? Est-ce que c'est -50? Est-ce que c'est -20? Est-ce que c'est -30? En tout cas, la seule chose qui est sûre, c'est que je vais essayer de raisonner de manière rationnelle et en tout cas, je vois quand même beaucoup de leviers baissiers, quoi. C'est-à-dire que pour moi, il pourrait quand même se passer plus de trucs pourris que de trucs bien dans l'année Ça à me va venir. bien comme expression. Il y a plus de chances de ça que de l'autre. Oui, tu as raison. Voilà, et Ça me va bien. ouais, non, je sais pas, on voit tellement de trucs, tu vois tellement de statistiques délirantes partout, tu te dis comment ça peut tenir, quoi? Comment ça peut ne pas, à un moment, comment ça peut ne pas se tomber en panne, quoi, le moteur, j'ai envie de dire. Et moi, je vais surveiller attentivement. Ce que je vais surveiller attentivement, c'est comme Pierre, c'est les publications du premier trimestre, surtout les bénéfices des entreprises et les prévisions de bénéfices pour 2023. Parce que déjà, ce qu'on disait en 2022, c'est que attention, peut-être récession, il faudrait faire attention aux bénéfices, pas que ce soit trop en dessous des attentes. Au contraire, les entreprises ont souvent surpris à la hausse, ce qui explique à mon sens la bonne résilience des indices, notamment européens, en cette fin d'année. Par contre, ouais, il faudrait pas qu'il y ait un ralentissement, faudrait pas qu'on commence à avoir des LVMH, des grands groupes qui vont dire bon les gars, en fait, on constate des ralentissements, peut-être qu'on va pas tenir nos prévisions de bénéfices sur le restant de l'année. Et ça pourrait être assez problématique parce que c'est ce qui justifie les performances, hein, des indices, hein, c'est les bénéfices. Si bénéfices, les indices montent, si pas bénéfices, les indices montent pas, globalement. Et puis moi l'autre argument qui me fait dire que ça va être une année compliquée, c'est Pierre l'a très bien expliqué, pardon, c'est le retrait de liquidité des banques centrales, alors qu'on sait que la BCE commence à peine en Europe, alors qu'on sait que c'est ce qui a bien catalysé les marchés sur les 2-3 dernières années. Voilà, je n'en dirai pas plus. Alors moi, je vais prendre le contre-pied. Hein. Pour moi,
certes, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, mais bon, on n'a rien dit de nouveau. Hein. Les mauvaises nouvelles, tout le monde les connaît. Et à mon avis, il faut aller à l'inverse de ce que fait tout le monde. Et si tout le monde voit que ça baisse, pour moi, ça va monter. Donc, je vais surprendre, hein, mais je vois plutôt une année 2023 où on sera pris à contre-pied. Voilà. Ok, Ok. l'avenir nous le dira. Hein, Exactement. on se fera un petit Une année, bilan. c'est long, Denis. Hein. On peut être En baissier tout en cas, début d'année, et puis un rebond en deuxième partie. Exactement. Je prie le dieu de la bourse pour que tu aies raison, Denis. Ouais. C'est comme tu disais, Richard, il n'y a pas beaucoup de biais positifs, mais moi je vois qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux biais négatifs. Donc en fait, c'est pour ça, comme je ne vois pas de nouveaux biais négatifs, je pense que tous les biais négatifs qu'il y a sont peut-être déjà dans les cours et que n'importe quelle nouvelle un peu positive pourrait faire mettre le feu à la poudre. Là je me mouille aussi, hein, mais bon, on verra. Hein. Une exagération baissière, faut acheter. Buy the dip. Non. Non. Buy the dip, pas tout de suite, hein, quand même. Non, buy the dip, mais pas tout de suite. Enfin, ça fait, moi, dans mon environnement, c'est 14 mois qu'on vit un marché baissier. Alors, marché DCA. baissier, Richard, Il est long. marché DCA baissier, only, DCA only. marché baissier, c'est quand on fait 20% par rapport au plus haut. Hein. Là, cette année, le Bah, CAC, moi, il ferme à moins 9. Moi, je parle marché baissier parce que la croissance est exprimée par le Nasdaq. Et le Nasdaq, on est déjà à moins 35. Voilà, donc ça depuis novembre. Depuis Le octobre-novembre Nasdaq, de l'an moins dernier. 35 et le CAC à moins 9 seulement. Hein. C'est impressionnant, la Oui, différence. on est bien d'accord. Il y a une décorrélation totale, mais c'est parce que les valeurs croissance ont une valorisation qui dépend des taux d'intérêt. Donc voilà, ça a été corrigé. Ouais. On n'est pas cher, mais on n'est pas cher non plus. On est entre les deux. Mais pour une fois, on n'est pas d'accord, donc c'est intéressant. Donc, On verra euh, le premier trimestre. voilà, on se donne rendez-vous. verra bien. Donc, je sais pas, c'est tous les 2 mois, début février, mi-février. Ouais, par là, ouais. Ouais. Un Chandler. Voilà, la Chandler. Ouais. Au niveau ça. d'actualité, vous avez quoi, Richard, t'as ta chaîne? Oh bah, moi, c'est. Oula, des fois, j'ai pas grand-chose, mais là, j'ai plein de choses. La formation qui rouvre ses portes au début d'année. Ouais. La chaîne qui a commencé. Merci à ceux qui écoutent, qui regardent. La chaîne Fondamentalement Bourse. Ouais. Je lance il y a une nouvelle vidéo que je vais lancer là, dans pas longtemps. Et puis j'ai d'autres projets qui arrivent en février, mais je peux pas en dire plus pour l'instant. Mais j'ai d'autres choses qui arrivent en février aussi. Donc c'est très 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 intense. Mais voilà, donc ceux qui veulent s'inscrire à la formation, ça commence en janvier. Voilà. On en discutera en février à la prochaine émission. Alors, Ouais, Xavier, excusez-moi. toujours le plan Exave le samedi? Exactement. Ou tu laisses tomber? Toujours Bah non, toujours les vidéos le samedi, hein, comme d'habitude. J'espère pour longtemps encore. Puis sinon, à côté de ça, hein, toujours mes activités chez Panthéon en Suisse. Maintenant un petit peu pour YouTrading, hein, côté d'Active Trade avec Pierre et Richard. Et puis pas mal de projets sur 2023 aussi. Et je vous en dirai plus bientôt et les gens concernés aussi. Ok. Et Pierre, ça Non, y est, moi, on peut passer les ordres sur non. TradingView? Non, j'ai rien à annoncer pour l'instant. Par contre, j'ai du lourd qui arrive en février comme Ricardo. Donc on en reparlera à ce moment-là. Mais là, pour l'instant, j'ai rien à annoncer. Ok. Donc, Alors moi, j'ai beaucoup de trucs à annoncer, mais ce sera des surprises. Donc, non, apparemment, on va refaire donc le séminaire. Probablement, ce sera à Barcelone. Probablement, ce sera en novembre. Et avant, on fera un séminaire virtuel sur mars-avril. Donc, je vous en dirai un peu plus petit à petit. C'est en train de se mettre en place. Pour ceux qui n'ont pas pu venir à Barcelone, on fera des interventions tous les dimanches. Voilà. Top. Voilà. Super. Et d'autres nouveautés qui vont arriver dans l'année. Il y a pas mal de nouveautés aussi sur Pepitor. on a hâte. Voilà. Super. Bon merci à tous. Bonne fête. Merci à toi, Denis. Joyeux Toujours un Noël. plaisir. Yes.
Joyeux Noël en retard et puis excellent réveillon du Nouvel An. Voilà. Ouais. Faites attention à vous et puis on se Et retrouve. vivement 2023. Voilà, Ouais. Ça. exactement. Parce que 2022, c'était pas terrible. Ouais, au niveau des perfs, ça a été compliqué. On ne demandera pas. Hein. On ne posera pas les questions qui fâchent. Allez, ciao à tous, Super. merci. Merci à Plus tous. 120, plus 120. Allez, Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allez.